Bonjour à toutes et à tous. Pierre-Emmanuel Thiard, moi je suis, comme l'a évoqué Franck, directeur général adjoint de Saint-Gobain en France. Et je suis en charge d'une nouvelle entité qui s'appelle Saint-Gobain Solutions France, qui est chargée de promouvoir sur le marché nos solutions les plus innovantes, nos solutions et systèmes les plus différenciants, et qui est également chargée de piloter l'action de l'ensemble des marques de Saint-Gobain en France sur les grands chantiers, sur les grandes opérations. Donc on parlait tout à l'heure des ouvrages du village olympique, c'en est un bon exemple. Les grands ouvrages tertiaires tout autour du Grand Paris ou dans les grandes métropoles, les gros plans de rénovation soutenus par France Relance, hein, les grandes opérations d'établissements de santé ou d'établissements scolaires. L'entité que je dirige coordonne, pilote l'action d'Isover, de placo-plate, du vitrage, des mortiers, des solutions de spécialité sur ces grands ouvrages. La transition énergétique, la décarbonation, ce n'est pas un vain mot. Voilà. En un mot, comment je pourrais résumer cette première slide? Le changement climatique, au-delà de la préoccupation qu'on peut avoir en tant que citoyen et dans nos convictions au jour le jour, ça devient un vecteur majeur de transformation pour toutes les grandes entreprises. Donc là, j'ai mis quelques chiffres parmi les plus symboliques. Quand vous prenez l'ensemble des pays qui, dans le monde, se sont engagés à devenir zéro carbone à horizon 2050, ces pays représentent plus de 70% de la richesse mondiale. C'est des engagements sérieux. Quand vous prenez les différents plans de relance qui ont été adoptés à la suite du Covid et l'argent qui est mobilisé sur des projets de rénovation des bâtiments, de décarbonation de la construction, ça représente plus de 1000 milliards d'euros à l'échelle mondiale. Et c'est un sujet qui gagne également les investisseurs. C'est-à-dire que nous, par exemple, un groupe comme le nôtre, on est interpellé constamment par nos investisseurs sur notre trajectoire carbone et notre contribution au changement climatique. Voilà, donc au-delà des convictions personnelles, au-delà des affinités des uns et des autres, le changement climatique, ça devient un enjeu majeur pour nos entreprises. Saint-Gobain a décidé d'en faire la pierre angulaire de son nouveau plan stratégique. Vous avez cette stratégie résumée en un mot au centre de la slide. Nous ambitionnons de devenir le leader mondial de la construction durable. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière cette phrase? Il y a deux volets finalement. Le premier, c'est d'être exemplaire, donc d'être intrinsèquement décarboné, de décarboner nos propres process de production. Et le deuxième niveau, c'est d'apporter à travers notre offre de produits les solutions qui vont accompagner la décarbonation du bâtiment. Donc si je développe un tout petit peu ces deux points, d'abord être exemplaire, s'appliquer à nous-mêmes ce qu'on veut promouvoir pour les autres. Saint-Gobain est un grand groupe industriel avec des process de production qui consomment de l'énergie, qui émettent du carbone. Donc nous avons engagé toute une feuille de route pour tendre vers zéro carbone à horizon 2050. Donc ça passe par l'électrification de nos process de production, la réduction de la consommation de matières premières. Nous avons par exemple présenté la première usine de plaques de plâtre qui sera zéro carbone, qui sera dans des pays scandinaves. Elle ouvrira dans quelques mois. Et nous travaillons et nous avons d'énormes efforts de recherche et développement et d'investissement pour décarboner tous nos processus de production. Dedans, je voudrais également signaler toute la partie recyclabilité, c'est-à-dire intégrer de plus en plus de recyclage dans nos process de production à la place des matières naturelles. Alors c'est déjà très avancé dans l'utilisation par exemple pour la fabrication du vitrage bâtiment ou des isolants en laine minérale, où aujourd'hui on utilise déjà plus de 60% de verre recyclé à la place du sable des matières naturelles, et on vise évidemment le 100%. Mais c'est également en train de monter en puissance sur l'utilisation de plaques de plâtre recyclées, par exemple de déchets de déconstruction, pour fabriquer nos plaques de plâtre à la place de gypse naturel, ou encore recycler des laines minérales, des déchets de laine minérale dans nos process de production à la place d'utiliser du verre pour fabriquer des laines minérales neuves. Donc ça, c'est le premier volet, c'est décarboner tous nos process.
Puis le deuxième volet, c'est proposer des solutions qui vont accompagner les modes constructifs décarbonés. Donc, des produits ou des solutions qui soient les plus vertueuses sur le plan environnemental, développer les offres de solutions biosourcées. Saint-Gobain propose déjà à son catalogue plusieurs solutions en fibre de bois, par exemple, ou en liège pour l'ITE. Et puis, c'est évidemment accompagner la construction bois, la construction structure bois, qui est un pilier des nouveaux modes constructifs décarbonés. Et donc, proposer l'ensemble des solutions qui permettent d'adresser les problématiques de la construction bois, de la compléter, de lui apporter des solutions en termes d'acoustique, par exemple, de protection incendie, et de lui permettre de se développer sur le marché. Merci Pierre-Emmanuel. Alors, comme tu le sais, la question de l'évaluation technique est une question très importante qui nous anime au sein du Club des industriels d'Adivebois. Quel rôle joue l'évaluation technique et réglementaire dans votre stratégie de mise sur le marché? L'évaluation est fondamentale. Pour une raison simple, on ne peut que se fixer le plus haut niveau d'ambition possible. Et de ce point de vue-là, pour nous, la construction bois ne fait pas exception. C'est-à-dire que la construction bois ne pourra pas se développer au prix d'une dégradation des standards. Donc, on n'a pas d'autre choix que de viser les meilleures exigences sur le marché, dans tous les domaines, dans tous les sens du terme. En termes de protection des personnes, bien sûr, en termes de confort, de bien-être pour les occupants des espaces. Pour atteindre ces objectifs, il faut qu'on ait des bases rationnelles, factuelles. Donc c'est là qu'effectivement l'évaluation intervient et prend tout son sens. Donc c'est fondamental et en plus c'est extrêmement stimulant pour nos activités. C'est-à-dire qu'au jour le jour, travailler sur l'évaluation, c'est mettre en mouvement dans une organisation comme la nôtre les équipes de recherche et développement, les équipes qualité, toute la chaîne, si vous voulez, les équipes de production industrielle, de supply chain, et de ce dialogue, de cette tension, naissent des choses extrêmement fécondes. En fait, c'est en se fixant des niveaux d'ambition très élevés et en s'attelant à une évaluation factuelle et rigoureuse des choses qu'on se remet en cause, qu'on progresse et qu'on avance. Mais vu le nombre de procédés développés par toutes les entités du groupe, les budgets consacrés à cette activité d'évaluation et de maintien à niveau technique doivent être relativement importants, j'imagine. Alors, les moyens sont assez considérables dans tous les domaines. Nos budgets d'investissement représentent plusieurs centaines de millions d'euros par an. Les équipes de recherche et développement mobilisent des moyens assez considérables. Après, tout l'enjeu, en réalité, c'est de l'amortir par un volume suffisant. Hein, c'est ça. Finalement, c'est comme un investissement industriel. Donc, en soi, c'est pas un sujet. D'une part, parce qu'on est obligé de viser les meilleurs standards. D'autre part, parce que si on croit au développement de nouveaux modes constructifs, on saura l'amortir. Tout l'enjeu, c'est que la construction bois prenne suffisamment de dynamique, d'ampleur, de croissance pour que ces investissements puissent être amortis sur la durée. Et la notion de volume suppose donc une demande relativement répétitive permettant précisément d'amortir tous les coûts puisse se constituer, sans quoi on a compris que les conditions d'un investissement industriel ne puissent être réunies. De ton côté, côté Saint-Gobain, est-ce que le caractère répétitif des procédés associés à la construction bois sont bien lisibles ou suffisants? En d'autres termes, pensez-vous que la demande soit suffisamment structurée pour accompagner les investissements industriels du côté de l'offre? Alors, pour te répondre, Eric, j'avais envie de montrer une autre petite image qui va s'afficher dans quelques instants. Il s'agit de notre usine de laine de verre à Chemillé. C'est la dernière grande usine que nous avons ouverte en France. Elle a représenté plus de 30 millions d'euros d'investissement. Et pour ceux qui ont lu la presse, vous avez peut-être vu que ce matin, nous avons annoncé un nouvel investissement en France de plus de 120 millions d'euros pour augmenter encore nos capacités d'isolation sur le marché français.
je cite cet exemple parce que pour nous, en tant qu'industriels, nous, on est une entreprise française, on existe depuis plus de 350 ans. Vous savez que notre premier contrat, c'était la Galerie des Glaces du Château de Versailles. On est présent dans les territoires et au plus proche des Français. Nos usines sont en Anjou, à Orange, elles sont en Seine-Saint-Denis, elles sont dans la Creuse. On est présent vraiment dans les territoires. On est heureux de l'être. Mais mobiliser des investissements de l'ordre de grandeur que je viens d'évoquer, ça suppose pour nous d'avoir de la visibilité. On ne peut pas prendre des risques de cette ampleur, on ne peut pas mobiliser des investissements de 50, 100, 200 millions d'euros si on n'a pas de la visibilité. Donc ce qui est très important, c'est une dynamique de développement forte, et deuxièmement, un cadre qui permet de s'inscrire dans la durée. Alors, c'est un sujet qu'on porte souvent auprès des pouvoirs publics. On leur explique que des entrepreneurs, et on est nombreux autour de cette table à être concernés par cette situation, on ne peut pas s'inscrire dans une logique pérenne, investir, créer des emplois si on ne dispose pas d'un cadre réglementaire, technique, financier qui nous sécurise. Ça, c'est un premier enjeu très important. Ensuite, ça suppose une mobilisation de tous les acteurs, de toute la filière. Il faut qu'on travaille ensemble pour s'assurer de la réussite des projets que l'on porte. La construction bois, moi je rends un immense hommage à Adivbois, à tout le travail qui a été réalisé depuis 10 ans, qui a permis d'installer dans le paysage la construction bois grande hauteur, qui lui a permis de lui donner sa dynamique. Il faut qu'on aille plus loin, bien plus loin encore. Et par exemple, dans cette perspective, pour nous, chez Saint-Gobain, on estime qu'il est très important d'être le plus œcuménique possible, de ne pas tomber dans du dogmatisme ou dans du sectarisme. Ce qui compte, c'est de faire réussir un mode constructif auquel on croit. Et par exemple, dans la diversité, la mixité des matériaux, il faut être le plus ouvert possible. Hein, ce qui compte, c'est le fil rouge de la décarbonation du bâtiment, de rendre le bâtiment le plus bas carbone et le meilleur pour la planète qu'il soit, et d'utiliser les meilleures solutions, les meilleures combinaisons de solutions qui permettront de contribuer à cet objectif. Le bois, clairement, va y jouer un rôle central. Après, il n'est pas le seul, et donc il faut quelque part qu'on mobilise toutes les pistes pour que la dynamique prenne au maximum. Et c'est aussi en donnant ces conditions-là que des acteurs industriels comme le nôtre, on se sentira confortable pour investir, pour mobiliser des moyens très importants sur la durée et créer des emplois dans nos territoires. De façon assez concrète, une des actions importantes du club est de publier depuis presque 3 ans des tableaux de référencement de procédés reconnus en technique courante dans un environnement bois. De votre côté, avez-vous bien identifié les procédés des différentes entités de votre groupe dans ces référencements? En manque-t-il malgré la mise à jour régulière que nous réalisons? Et selon vous, l'existence de ce type de référencement vous aide-t-il à canaliser un petit peu les demandes, hein, et à vous adapter en termes d'offres de solutions? Oui, alors nous, ces référencements, on y est très sensible, très attaché, on les salue. Ils jouent un rôle précieux pour guider nos process de développement et pour nous-mêmes nous aider à structurer finalement notre offre de solutions. Pour vous donner un petit exemple, on a commencé à structurer notre offre de solutions voilà, pour identifier les offres adaptées à la construction bois, par grandes applications, en partitionnement intérieur, en toiture, en plancher, etc. Et tout le travail qui est fait dans le cadre du club nous aide évidemment beaucoup. À ce titre, moi, il y a quelque chose que sur lequel je voudrais insister. C'est pas parce qu'on standardise qu'on uniformise. Pour moi, ça n'a rien à voir. Le standard, c'est un gage de sécurité. Hein, c'est un gage de fiabilité et quelque part de protection de tous les acteurs. Définir un standard sur la base d'évaluations rigoureuses, dans le cadre d'un travail avec l'ensemble des parties prenantes, c'est ce qui permet de s'assurer qu'une solution identifiée répondra aux exigences réglementaires, répondra à toutes les exigences en termes de protection des personnes, en termes de tenue mécanique d'un ouvrage, d'assurabilité, de tenue dans le temps. Donc ça nous protège à tous les niveaux, ça nous permet quelque part d'avancer les yeux fermés et donc de pouvoir librement
recourir à différents jeux de solutions. Une banque, finalement, une banque de produits, une banque de référencement, une matériothèque, ça sert à ça. Après, une fois qu'on sait qu'on a un réservoir de solutions qui sont référencées, eh bien, libre à chacun de puiser dedans et de les combiner. Et là-dessus, le champ des possibles est infini. Donc moi, je trouve que c'est une nouvelle assez formidable. Et puis, un tableau de référencement, c'est pas quelque chose de figé. Enfin, sous tout contrôle, Eric, tu vas peut-être me démentir, mais ça a vocation à être enrichi régulièrement au fur et à mesure qu'on identifie de nouvelles solutions. Par exemple, si je prends, nous, le groupe Saint-Gobain, la chance que nous avons, nous sommes aujourd'hui organisés de façon locale pour être au plus proche des besoins de nos clients, et nous avons en même temps la chance d'être un groupe présent dans plus de 70 pays dans le monde. Moi, je passe beaucoup de temps à aller voir mes homologues des autres pays étrangers, de certains pays qui sont plus avancés que la France sur la construction bois. Je pense aux pays scandinaves, à l'Allemagne, aux pays d'Europe centrale. Et donc, dans ces pays-là, on a pu développer, chez Saint-Gobain, mes homologues, ils ont pu développer des systèmes, des solutions très innovantes, qui pourraient être très intéressantes sur le marché français, nous permettre d'accélérer sur nos propres développements. Eh bien, du coup, voilà, c'est autant de solutions, si elles ont du sens sur le marché français, si elles répondent aux standards français, si on arrive à les référencer, qui peuvent enrichir encore notre bouquet de solutions et ouvrir encore plus ce champ des possibles. Donc nous, on y est évidemment très favorable.